Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour m'accompagner, pour nous accompagner, mon complice François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle ? On va parler du bilan des bourses mondiales, ce qui est assez normal en début d'année. Et en fin d'émission, on répondra à la question de l'internaute sur qu'est-ce que l'EBITDA. Technique. Oui. Ce sera dans la deuxième partie. C'est une tradition en janvier. Alpes Décideurs vous propose un retour sur la nuit de l'économie. Il y a quelques semaines, en effet, la CCI de Grenoble a décerné ses trophées présence. On fera le point sur le palmarès avec le président, Pierre Streff. Et bien sûr, on évoquera avec lui aussi la conjoncture économique. En revenant sur le podium, nous ferons la connaissance de la start-up Saxol dans le secteur des medtech, de l'entreprise Sidas à Voiron. Nous évoquerons le parcours étonnant de Patricia Collomb qui dirige l'hôtel des Grandes Rousses à l'Alpe d'Huez. Nous prendrons des nouvelles de Enlabs et de ses caméras autonomes ou encore de Waga Energy, le pionnier de la production de biométhane à partir de déchets. Autant de pépites honorées d'un trophée présence en 2025. Et bien sûr, nous découvrirons le leader de l'année 2025, Mastergrid, spécialiste de la maintenance des équipements basse et haute tension, digne héritière de Merlin-Gerin. L'entreprise fondée en 2019 est forte aujourd'hui de 500 collaborateurs sur 13 sites en France, 12 filiales à l'étranger. Un développement, vous le verrez, exceptionnel, tout cela en moins de 10 ans. Allez, l'année 2025 a donc tiré sa révérence et traditionnellement dans Alpes Décideurs, au mois de janvier, nous jetons un coup d'œil en arrière pour faire le bilan sur les marchés financiers, sur les performances boursières mondiales. On peut parler globalement d'un cru relativement bon, mais quand même avec quelques rebondissements. François, on commence par les bourses européennes ? Oui, on peut commencer par ça. Alors d'abord, il faut se rappeler le début d'année. Et je pense qu'on a tous en tête l'image de Donald Trump avec son tableau avec les droits de douane par pays, dont certains pays qui n'existaient pas. Je vous rappelez de cette île folklorique où il n'y avait que des pingouins. Et ça avait créé un effondrement rapide des bourses, puisque l'indice CAC 40 en France avait frôlé les 6700 points, ce qui était un point bas depuis 2 ans. Et puis petit à petit, les marchés se sont repris et la bourse en France, le CAC 40, finit en croissance de plus de 10%, à 10,42% sur l'année 2025, ce qui est une performance dans l'absolu, en tout cas honorable. Mais par contre, je vais y revenir, mais qui est une performance qui est plutôt moins bonne que d'autres marchés. Il y a un indice qui s'appelle le MSCI World, c'est l'indice mondial des bourses, qui est aux alentours de 21%. Donc la bourse de Paris aurait un peu sous-performé quand même les bourses mondiales. Nos grands leaders, et ceux qui tiraient la bourse de Paris, qui était le domaine du luxe, a fait une année un petit peu moins bonne que d'habitude, donc c'est ce qui s'est vu aussi. Par contre, il y a des forces fortes de l'économie française qui ont bien progressé. La finance, Société Générale, par exemple, fait un très beau parcours, plus 153%. Donc, alors, ils avaient eu des années difficiles, mais le scénario de taux et puis l'activité économique, les besoins de couverture, etc., ont été très favorables aux sociétés financières et à la Société Générale. Il y a des sociétés du monde de la défense et de l'industrie qui sont plutôt bien portées, métallurgie, donc ArcelorMittal qui fait 74%, Thales qui fait plus 65%. Et en contrepartie, alors même si ce n'est pas un lien direct, il y a des entreprises qui sont plus dans le domaine de la consommation, comme Stellantis ou Pernod Ricard, qui baissent entre 25 et 30%. Ah oui. Donc, une bourse qui globalement fait plus 10, mais en tout cas qui est extrêmement contrastée en fait, entre les différentes entreprises. Et puis au niveau européen, globalement, l'indice européen, lui, fait plus 16,7%. Et avec 2 belles performances, Milan, la bourse italienne principale, pour ceux qui ne suivent pas ça de très près, pas à Rome, elle est à Milan, qui est le centre économique de l'Italie. Milan fait plus 31%.
Et Madrid, qui après les années difficiles, l'Espagne repart bien, plus 49%, donc c'est une très belle performance. Et on regarde toujours ce qui se passe en Allemagne, hein, donc Francfort fait plus 23% et Londres plus 21%. Donc le 10 dans l'absolu est bon, mais comparé aux autres, grandes places européennes, finalement c'est pas si bon que ça en relatif en tout cas. Bon, on va évidemment être attentif au coup d'œil aux États-Unis. Oui, alors les États-Unis, c'est le marché quand même cœur. Hein. Le marché américain, c'est 45% de la capitalisation boursière mondiale. L'Europe, en entier, toutes les places européennes, elles toutes, font 11%. Donc toute l'Europe fait un quart du marché américain. Donc on voit bien quand même où ça se passe. Donc le SP500, Standard & Poor's 500, qui est le principal index boursier américain, a progressé de 16%. Et le Nasdaq, qui est les valeurs technologiques, a lui progressé de 20%, extrêmement tiré par les valeurs autour de l'intelligence artificielle, à tel point qu'on commence à se demander s'il n'y a pas une bulle. On fait un peu l'anticipation, ce qu'on dira toujours sur les EBITDA, mais il y a des multiples, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise par rapport à sa rentabilité, à sa création de richesse, qui sont extrêmement élevés sur des boîtes de l'intelligence artificielle. Et voilà, certains Cassandre, peut-être, pensent qu'il pourrait y avoir un peu le même sujet qu'on a eu sur la bulle Internet il y a quelques années. Donc il y en a qui resteront. Et puis, il pourrait y avoir quelques excès d'enthousiasme. Les marchés sont quelquefois un petit peu panurgiens. Donc il y a peut-être un petit effet là-dessus. Le célèbre Dow Jones. Alors le célèbre Dow Jones, lui, il a pris 13%. Oui. Donc un petit peu moins que le Nasdaq et sur les entreprises plus classiques. Il y a eu aussi en début d'année les barrières douanières en fait américaines. Elles pénalisent bien sûr les boîtes européennes ou asiatiques, mais il y a aussi des entreprises américaines qui exportent et puis des droits de douane réciproques qui ont aussi gêné. Enfin, les économistes sont tous d'accord pour dire que quand on augmente les droits de douane, finalement, ça ralentit aussi l'économie domestique. Donc, le Dow Jones fait une année un peu moyenne à 13%. Mais enfin, bon, honnêtement, s'il faisait une année moyenne à 13% tous les ans, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Bon, on continue notre tour du monde. On passe en Asie. Alors, l'Asie, c'est encore une fois très bien comporté. Tokyo plus 26, je regarde mes notes. Séoul plus 75% et Hong Kong plus 27%. Donc clair, tiré par les valeurs technologiques notamment, qui sont évidemment omniprésentes sur les marchés asiatiques. Bon, en parallèle des marchés boursiers, qu'est-ce qui s'est passé en 2025 sur ceux des crypto-monnaies et des matières premières? Alors les matières premières, d'abord, traditionnellement, ça aura échappé à personne qu'il y a quelques agitations géopolitiques. Pareil. Donc l'or est toujours monté, valeur refuge, 65% de hausse. Ça, c'est assez classique. Alors après, l'amplitude peut être variable suivant les années, mais c'est assez classique dans des périodes troubles. Et là, on est en plein dedans. Plus surprenant, par contre, c'est l'argent. L'argent est énormément monté aussi à plus de 150% de croissance. Certains investisseurs pensent que l'or atteint des niveaux où il n'y a peut-être plus beaucoup de place et que d'autres matières rares comme l'argent pourraient aussi prendre beaucoup de valeur. Et le platine et le cuivre montent aussi. Alors là, aussi pour des raisons de besoins industriels. Le cuivre, ça aura échappé à personne, c'est un des conducteurs importants. Donc les matières premières ont plutôt très bien performé. Le pétrole, lui, il est en recul parce qu'il y a un petit ralentissement économique. Et puis, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes sur les cours du pétrole en 2024 liées à la guerre sur l'Ukraine. Alors, l'Ukraine était un peu producteur, mais est-ce que le détroit d'Ormuz allait être bloqué ou pas, etc. Donc, tout ça, tout le monde est un petit peu rassuré là-dessus, ce qui fait que le pétrole a des cours qui sont plutôt bas. Et comme Donald Trump a une politique plutôt productiviste et veut remettre massivement du pétrole, alors à l'époque américain, puis peut-être maintenant même vénézuélien sur le marché, ça tire les cours du pétrole vers le bas, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'économie française à court terme. Le seul inconvénient que ça a, c'est que ça rend relativement moins compétitifs les énergies alternatives. Donc si le pétrole est très bas, vous avez moins économiquement intérêt à aller chercher des solutions décarbonées. Sur les crypto-monnaies, le Bitcoin? Alors le Bitcoin, il a reculé de 6% depuis le mois de janvier, donc relativement stable, mais par contre de 20% sur le dernier trimestre. Assez grosse volatilité sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est éminemment spéculatif. Donc j'ai un peu de mal à raccrocher honnêtement les variations du Bitcoin à des réalités économiques.
Bon, alors on va s'intéresser plutôt aux introductions en bourse. Quel bilan est-ce qu'on peut faire sur 2025 ? Alors, sur 2025, au niveau mondial, il y a eu 4% d'opérations en plus, donc c'est relativement stable. Par contre, des opérations d'introduction en bourse, des IPO, comme on dit quelquefois dans le jargon, de 39%, supérieurs en montant, donc plutôt des grosses introductions en bourse. États-Unis et Chine. Encore une fois, qui sont moteurs, plus 27, plus 24% respectivement. L'Europe a été relativement calme, même un petit peu en retrait, moins 8% en nombre et 13% en volume. Donc c'est un peu atone au niveau européen. Et le marché français, c'est plus préoccupant, est à l'arrêt. Ah oui. Il n'y a eu aucune introduction sur l'Euronext au cours de l'année des 12 mois écoulés. Ça, c'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps. C'est pas très bon signe sur l'économie. Il est assez normal, c'est un peu triste à dire, mais il y a des entreprises qui naissent, il y a des entreprises qui meurent. Et voilà, si on ne renouvelle pas le stock de temps en temps, au bout d'un moment, ça s'appauvrit. Alors sur une année, on ne va pas en tirer de conclusion trop rapide, mais c'est un petit peu préoccupant sur le dynamisme du capitalisme au bon sens du terme économique français. Il y a aussi des entreprises françaises qui ont été rachetées par des groupes étrangers et qui se retrouvent intégrées dans des groupes qui sont cotés, dans le meilleur des cas ailleurs en Europe, ou voire ailleurs dans le monde. Alors pour ceux qui investissent quand même, quels sont les profils ? Alors les profils d'investisseurs, les Français sont de plus en plus intéressés. Ça, c'est la bonne nouvelle par la bourse. 35% qui disent qu'ils veulent investir dans des placements actions contre 30% l'année dernière. Il y a deux effets. La baisse des taux qui fait que les placements monétaires classiques rapportent moins. Et puis la prise de conscience de plus en plus forte des sujets de retraite et l'investissement, si c'est un investissement de long terme, on sait que sur période longue, tout le monde connaît l'adage, ça peut être intéressant aussi d'aller sur les marchés boursiers. Et il y a 61% des Français qui s'intéressent, qui suivent, alors pas forcément quotidiennement, mais régulièrement les évolutions des marchés boursiers, contre 57% en dernier. Donc petit à petit, l'idée de se dire que sur des placements de long terme, la bourse, c'est pas forcément inintéressant, surtout dans un contexte de taux monétaires bas, et il devrait rester durablement bas. C'est une idée qui chemine dans la population. Merci beaucoup, merci François. Évidemment, on va continuer à parler de conjoncture en zoomant plus spécifiquement sur notre département de l'Isère. Puisqu'en effet, chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble remet les trophées économiques Présence pour saluer la performance des entreprises. Et c'est pour nous l'occasion de recevoir le président de la CCI et de prendre des nouvelles du moral des chefs d'entreprise. Bonjour Pierre Streff. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Comme chaque année, on va évidemment égrener ce palmarès des trophées Présence. Oui. Toujours un grand événement du mois de décembre que nous feuilletons ensemble en janvier. Avant de parler d'un mot de conjoncture, on va juste rappeler quelques chiffres clés pour cette Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Oui, alors la Chambre de commerce de Grenoble, c'est à environ plus de 270 collaborateurs. Nous avons près de 50 000 à peu près ressortissants qui représentent pas loin de 300 000 salariés sur notre territoire de l'Isère. Voilà, donc en ce qui concerne notre chambre de commerce, et nous avons notre rôle, donc c'est bien sûr, on a des élus qui sont là pour accompagner, pour être les porte-parole des entreprises. On en a une cinquantaine, on a 10 personnes qui font partie du bureau, qui sont les décideurs, je dirais, de la Chambre de commerce. Et puis, la Chambre de commerce, la nôtre à Grenoble, est très axée sur la formation, puisque nous avons CCI Formation, donc on a près de 5500 stagiaires avec 450 programmes sur notre Chambre de commerce. Nous avons aussi près d'Échirolles le campus de l'alternance, où on apprend tous les métiers, que ce soit du BTP, que ce soit de la coiffure, la restauration, les métiers de bouche, etc. Donc, c'est l'ancien Institut des métiers et des techniques. Oui, c'est ça, l'IMT. Ça s'appelait l'IMT, donc on a amélioré le nom. Campus de l'alternance. Campus de l'alternance, voilà, tout à fait. On a près de 2000 apprentis, donc là-bas, sur le site. Et puis, bien entendu, on a aussi notre école de commerce, Grenoble École de Management, qui maintenant a repris un nouveau nom, Alpine Business School, donc qui est bien ancré bien sûr dans les Alpes, où on a 8000 étudiants, et on note, et d'ailleurs lors de cette nuit de l'économie, on a mis à l'honneur notre directrice qui depuis 3 ans a fait une évolution fulgurante de notre école, avec des partenariats à l'étranger.
notamment sur Dubaï, Shanghai, etc. Donc, pour pouvoir proposer à nos étudiants d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Oui, une école très bien classée à l'international. Oui, on est dans le top 10 français et puis on espère encore monter. On a des beaux objectifs en tous les cas avec l'école. Donc un rôle important en matière de formation, mais c'est l'accompagnement des entreprises en général. On parlera beaucoup d'export aujourd'hui, mais notamment à l'export. Hein. Oui, bien sûr. Alors on accompagne les entreprises, on a des réseaux qui font ça comme Ecobiz, on accompagne les entreprises bien sûr dans toutes leurs formalités. Effectivement, on sait qu'on est dans un territoire qui est très porté par les nanotechnologies, hein, donc en l'Isère, et c'est vrai que par exemple, avec le CEA, on a beaucoup de start-up qui sortent et qui ont besoin d'avoir des relations à l'étranger, que ce soit à Shanghai ou autre, etc. Et c'est vrai qu'on a, de par nos ressortissants et les entreprises que nous avons les contacts dans tous ces pays pour pouvoir les aider à aller plus vite pour la conquête de leur... de tout ce qu'ils veulent faire dans leur marché. Voilà, tout à fait. Bon, l'émission, donc j'entends bien, hein, la formation, l'accompagnement, il y a aussi un rôle de défense de l'entreprise et du monde entrepreneurial. Oui, bien sûr. On est là pour défendre les entreprises et on est là pour leur répondre quand ils ont des besoins, que ce soit tout ce qui peut... À chaque étape de la vie d'une entreprise. Voilà, exactement. Et l'objectif, c'est aussi de valoriser ce monde de l'entrepreneuriat, ce que nous nous appliquons à faire nous aussi chaque mois dans cette émission, avec notamment la création d'événements récurrents. Alors moi, j'ai en tête la Nuit de l'orientation, hein, qui connaît chaque année un grand succès. Alors la Nuit de l'orientation qu'on fait en partenariat avec l'UGA, donc sur le site de Saint-Martin-d'Air, effectivement, on reçoit près de 6000 visiteurs. Donc, alors, ce sont des jeunes qui sont accompagnés par leurs parents et qui, donc, on met en place même des psychologues parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes, des fois, ils arrivent, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, ça permet de discuter, de dire, bah, toi, je te verrais mieux dans cette filière. Donc, et ensuite, nous avons donc toutes les organisations professionnelles telles que le BTP ou autres, etc., qui viennent en personne discuter directement avec les jeunes en disant, bah voilà, si demain tu veux devenir, je sais pas, menuisier, bah voilà comment ça marche, je t'explique, nous, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est la Nuit de l'orientation de notre chambre de commerce de Grenoble est très importante puisqu'on a été les premiers en France, puisque toutes les chambres de commerce de France organisent la Nuit de l'orientation. On a été la première et puis l'année dernière, on était deuxième ou troisième. Et cette année, on ne connaît pas encore le classement puisque c'était fin novembre. Mais je pense qu'on reste dans le top 3. Hein. De toute façon, on reste dans le top 3. Vous évoquiez le campus de l'alternance. Il y a aussi des journées portes ouvertes qui ont toujours aussi un succès important. Bien sûr. Tout au long de l'année, on a des visiteurs. On a près de 1000 visiteurs quand on fait les journées portes ouvertes. Et puis... Et voilà un petit peu les événements. Bon, on aurait pu parler des rencontres de l'immobilier d'entreprise et puis des trophées du commerce. Ça, c'est assez nouveau, je crois, les trophées du commerce qui ont lieu d'ailleurs en janvier. Oui, tout à fait. Alors en janvier, on remet des trophées du commerce à nos commerçants. On fait ça, bien sûr, en partenariat avec La Belle Ville, qui est notre partenaire, donc qui s'occupe des commerçants du centre-ville de Grenoble. Voilà. Bon, et puis je parlais de faire partager le monde de l'entrepreneuriat. Il y a bien sûr le magazine de la CCI, Présence, qui est un magazine qui sort très régulièrement, 4 numéros par an, tiré à 30 000 exemplaires, je crois. Oui, à peu près. 30 000 exemplaires, c'est 100 000 lecteurs. Et puis il y a une déclinaison sur Internet qui, elle aussi, connaît un beau succès. Oui, tout à fait. Une digitalisation avec plus de 12 000 visiteurs par mois. Donc là aussi... On est en réflexion permanente pour toujours s'améliorer parce qu'il faut toujours trouver, aller de l'avant et toujours parce que c'est vrai que le monde change dans tout ce qui est la presse et donc il faut toujours se rénover et trouver des nouvelles orientations. Une lecture que je vous conseille, on y trouve toujours de très très beaux portraits d'entreprise. Pierre Streff, un mot sur la conjoncture. François nous le disait, le moral des patrons... La conjoncture internationale crée quelques inquiétudes. Oui, elle est bouleversée. Hein. C'est vrai que les chefs d'entreprise sont très inquiets. On vient d'en parler. La conjoncture internationale qui est bouleversée, on le voit tous. On a aussi des incertitudes au niveau national. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec notre gouvernement. Et donc, je pense que 2026 est assez compliqué et difficile à anticiper,
Donc on ne sait pas trop. Ça veut dire que les patrons ont le pied sur le frein, ils ne savent pas trop encore, ils se posent des questions. Oui, ils se posent des questions. Alors, il y a des secteurs qui arrivent à s'en sortir mieux que d'autres, bien entendu, comme tout le temps. Mais voilà, donc c'est compliqué pour nos entreprises. Ça se ressent par exemple en matière d'investissement ? Oui, il y a des entreprises qui pourraient se dire tiens, je vais investir dans tel pays, etc. Et puis qui vont dire bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer là-bas, on va attendre un peu. Donc voilà. Vous disiez, Christophe, qu'ils ont le pied sur le frein. Moi, je pense qu'ils ont aussi le pied pas loin de l'accélérateur. Donc, si jamais ça veut un peu s'éclaircir, je pense que beaucoup sont prêts aussi à redémarrer. La réaction peut être rapide. Ouais, après, il y a des domaines, je sais pas quoi, la promotion immobilière, ça prend un peu de temps, hein, mais il y a des domaines où ça peut repartir plus vite. La géopolitique internationale, ce sera peut-être plus compliqué, mais on peut espérer au moins qu'au niveau de la politique nationale, à un moment donné, les choses... Voilà, mais c'est vrai que c'est un contexte, on le voit tous les jours. Moi, il y a des entreprises qui me disent mais on ne connaît pas la fiscalité qui nous sera affectée dans 6 mois. Quoi, donc c'est compliqué d'avoir des business plans à 10 ans. Et puis quelques secteurs, vous le disiez Pierre, qui s'en sortent plutôt mieux que d'autres. Alors on parlait tout à l'heure de la défense avec François. On a des grandes entreprises aussi concernant le médical, les nanotechnologies ici, qui tirent aussi un petit peu l'économie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que la région grenobloise reste quand même résiliente. Hein. On a de très très belles entreprises qui rayonnent à l'international, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est vrai que d'ailleurs, vous le savez, que Grenoble a été désignée capitale européenne de l'innovation. Donc ça, c'est quand même, ça veut dire que nous avons quand même un territoire très dynamique. Et j'ai noté dernièrement que beaucoup de nos entreprises étaient présentes au CES de Las Vegas. Donc, en ce moment, effectivement, le Consumer Electronics Show. Voilà, exactement. Donc non, on a un territoire qui se défend pas trop mal. J'ai bien sûr l'occasion de rencontrer mes collègues des autres chambres de commerce de France quand nous sommes réunis à Paris. Et c'est vrai que on est plutôt dans une bonne dynamique au niveau de notre territoire. Mais moi, je pense que le sujet qu'évoque Philippe sur l'innovation, on le parle aussi avec l'école de commerce, d'aller chercher le meilleur niveau possible, c'est probablement la meilleure sortie. Et du coup, on est un peu, pas immunisé, mais on s'éloigne un peu des crises quand on a vraiment une valeur ajoutée très forte. Ouais. Allez Pierre, on revient aux trophées présence qui sont décernés chaque année puisqu'ils nous permettent effectivement de voir des entreprises qui sont plutôt en pointe. Ils saluent la performance des entreprises en matière de croissance, d'innovation, d'export. Des trophées qui ont été donc remis en décembre dernier lors de la Nuit de l'économie. Là aussi, on parlait des événements qui sont récurrents, organisés. Là, c'est leur 11e édition, je crois, pour la CCI de Grenoble. C'est une grande fête avant d'être une remise de prix. Effectivement, on reçoit près de 900 chefs d'entreprise et quand je discute un petit peu avec les entreprises qui viennent, elles me disent c'est formidable, on adore venir parce que, d'abord, on découvre les entreprises de notre territoire et puis ensuite, on réseaute, c'est-à-dire qu'on rencontre le monde économique en une seule soirée, on voit autant de monde et j'ai eu, ça m'a fait plaisir parce que on a beaucoup de Lyonnais qui sont venus à notre soirée de la Nuit de l'économie et qui m'ont dit nous, à Lyon, on n'a pas ça. On a des belles soirées, mais on n'a pas de soirée où il y a autant de monde, du monde économique qui vient en une seule soirée. Donc, ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, pour savoir un peu ce qui se passe sur les autres territoires, on est plutôt en avance là-dessus. Et c'est mes prédécesseurs qui avaient eu la bonne idée de lancer cette opération. 900 décideurs, effectivement, en une seule soirée. Alors, on a remis 6 trophées. Peut-être l'an prochain, j'entends dire qu'il pourrait y avoir un 7e trophée. Non, en fait, c'est vrai que lorsque vous remettez les trophées, après il y a d'autres professions ça crée des envies. qui disent et pourquoi il y a rien pour par exemple vous avez entendu parler du BTP, c'est ça? Tiens, il y a des revendications. Donc, il y avait toute une délégation du BTP qui m'ont dit mais pourquoi il y a rien pour le BTP? Je dis oui, effectivement, donc l'idée est venue de là. Après, on peut pas non plus multiplier parce que c'est vrai que lorsqu'on fait une remise de trophées, on a un timing. Ouais, ça fait déjà 6 trophées, c'est déjà beaucoup. Ouais. Voilà, 6 trophées, c'est déjà beaucoup. Donc il faut qu'on se pose des questions. Mais pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Allez, on en vient précisément aux entreprises en pointe avec ces 6 exemples, 6 entreprises mises à l'honneur lors de cette nuit de l'économie. On recevra dans un instant le leader de l'année, Mastergrid, entreprise héritière de Merlin-Gerin, entreprise fondée en 2019 qui compte aujourd'hui près de 500 collaborateurs. Alors les trophées présence.
ont mis à l'honneur 6 entreprises qui se sont distinguées pour leur innovation, leur croissance, leur impact positif sur le territoire et ont été récompensées. Je vous propose de les découvrir avec nous pour le trophée Startup. La Nuit de l'économie a salué l'entreprise Saxol. On va voir quelques images. Saxol, créé fin 2024, qui développe des biotech, qui lutte contre les effets secondaires des chimiothérapies, précisément pour prévenir les neuropathies périphériques. C'est une start-up qui est hébergée et incubée au sein du Lynxium. Et elle se base sur les recherches de Laurence Lafancher, qui est une chercheuse au CNRS, à l'Institut pour l'avancée des biosciences. C'est près de 10 ans de recherche. Elle a identifié notamment une famille de composés à rassembler sous forme de médicaments préventifs qui permet en fait de réduire les douleurs, les fourmillements, les troubles dont souffrent en moyenne 7 patients sur 10 qui sont en chimio. C'est un travail qui pourrait aussi trouver des développements importants pour soulager les personnes diabétiques, les personnes âgées qui souffrent de perte d'équilibre ou de sensibilité. Un travail de laboratoire qui doit encore se poursuivre, mais une start-up qui est bien partie et qui va maintenant passer en phase de test clinique. Tout à fait. Une belle entreprise des medtech, on ne le dira jamais assez. Le tissu économique grenoblois développe énormément les medtech, les technologies médicales. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir que ce trophée est décerné par les internautes, puisque les autres trophées, donc on a des commissions qui travaillent. C'est très compliqué d'ailleurs, parce que des fois, il faut arriver à départager les entreprises. Mais là, c'est les internautes donc, qui ont voté pour le trophée de la start-up. Ouais, Saxol qui poursuit son développement pharmaceutique, qui prévoit d'ailleurs une nouvelle levée de fonds en 2026. La start-up compte 5 personnes et l'effectif devrait doubler d'ici 2028. Une belle réussite et une start-up qu'on va suivre de très près. Pour le trophée Sport et Montagne de cette nuit de l'économie, c'est Sidas World qui a été sélectionné. Une entreprise assez étonnante, Pierre, qui fabrique des semelles. Oui. Des semelles, des systèmes d'analyse du pied. Voilà, tout à fait, pour que le skieur soit dans les meilleures conditions confortables. C'est-à-dire qu'il y a une analyse qui est faite, donc le pied est mis dans une sorte de mousse, on le voit à l'écran, et pour que, voilà, effectivement, ce soit le plus confortable possible. On sait que c'est pas toujours simple quand on fait du ski. On est un peu serré dans la chaussure, donc voilà. 300 salariés pour Sidas dans le Voironnais, une entreprise qui fête ses 50 ans, qui a été reprise en 2003, qui affiche un chiffre d'affaires de plus de 63 millions d'euros, dont 60% à l'export. 5 collaborateurs en 1975, aujourd'hui 300 salariés. À l'origine, elle était positionnée effectivement sur les semelles de chaussures de ski. Et puis l'entreprise a créé une marque spécifique, notamment pour le médical, pour les professionnels du pied. Elle s'est aussi orientée vers d'autres pratiques sportives, les chaussures de randonnée, le running, le vélo. Aujourd'hui, imaginez un peu, plus de 6 millions de personnes dans le monde utilisent des solutions Sidas qu'on trouve dans 12 000 magasins, 12 000 points de vente dans une cinquantaine de pays. C'est assez exceptionnel, c'est chez nous, c'est ici, c'est à Voiron. Sidas qui continue d'innover, notamment avec une nouvelle marque destinée maintenant aux professionnels qui travaillent en extérieur et qui développe aussi des textiles chauffants, notamment pour l'armée. On le voit, ces entreprises, elles ont l'agilité de l'innovation permanente. C'est assez étonnant, parce que ça paraît quand même, n'est-ce pas, quand tu ne connais rien, la semelle de chaussure, ça paraît un peu basique comme produit, et se dire que ça devient un produit high-tech, voilà, c'est une vraie fierté aussi. 300 salariés. Ouais, 300 salariés, oui. Incroyable. Ouais. Ce palmarès est truffé d'entreprises incroyables. Et il y en a une en particulier pour le trophée Femme chef d'entreprise. Vous tenez particulièrement à ce trophée, Pierre ? Oui, parce que il y a quelques années, je discutais avec la présidente de FCE. Femme chef d'entreprise. Femme chef d'entreprise, pardon. Et qui m'avait invité d'ailleurs. Et j'avais découvert lors de leur trophée à eux, des femmes chefs d'entreprise, il y avait des femmes qui avaient créé des entreprises. Et c'était assez remarquable pour certaines. Et donc, c'est vrai qu'avec la présidente, on avait décidé de faire un trophée pour les femmes chefs d'entreprise. Donc là, pareil, on reçoit des candidates et puis on trie, puis on essaye de
de voir quelle est la femme qui va être mise à l'honneur lors de la nuit de l'économie. Voilà. Et là aussi, de très très beaux profils. Cette année, le trophée femme chef d'entreprise est revenu à l'hôtel des Grandes Rousses, le plus grand hôtel 5 étoiles des Alpes françaises, avec à l'Alpe d'Huez ses 63 collaborateurs. Et il est dirigé par Patricia Colomb. Alors, elle a un profil très particulier. D'abord, elle dirige un établissement qui est né en 1889. C'est son arrière-grand-père Joseph qui a créé d'abord un café, puis un gîte pour les randonneurs, puis un hôtel de 25 chambres en 1912. Dans les années 50, c'est le fils Clotaire qui a construit le premier véritable hôtel des Grandes Rousses, avec une montée en gamme. Imaginez un peu, à l'époque, il y avait les toilettes dans toutes les chambres. C'était révolutionnaire. Oui. Et Patricia Colomb, à l'origine, elle est ingénieure en physique nucléaire et quantique. Elle a travaillé dans le milieu du luxe chez LVMH et elle est arrivée à la tête de l'hôtel en 2012. L'objectif a été clairement de redonner une impulsion à l'établissement avec d'importants investissements, avec un spa, avec une piscine, avec une réorganisation de tous les espaces. En 2 ans, le chiffre d'affaires a doublé. En 4 ans, l'hôtel a obtenu une 4e étoile, puis une 5e étoile en 2022, après un nouvel agrandissement. Et aujourd'hui, les Grandes Rousses comptent une centaine de chambres, de suites, avec 2 chalets également. C'est une très très belle renaissance de cet hôtel qui, après la période Covid, a connu quelques périodes difficiles. Oui, tout à fait. Il se trouve que j'avais eu l'opportunité de rencontrer, lorsqu'on avait fait les séminaires à l'Alpe d'Huez avec la Chambre de commerce, j'avais rencontré Patricia Grelot-Colomb et effectivement, elle avait terminé tous les investissements dans son hôtel et boum, le Covid est tombé. Et c'est vrai que pour elle, ça a été catastrophique. Donc elle a traversé une période très, très, très compliquée financièrement, puisque elle était fermée complètement. Et donc, elle a su reprendre les rênes à la fin du Covid et tout, pour redresser son hôtel et tout. Ça n'a pas été facile. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu mérité, je trouve, qu'elle ait cette récompense. Et aujourd'hui, c'est un beau chiffre d'affaires d'une dizaine de millions d'euros pour l'hôtel des Grandes Rousses. Bravo à cet établissement remarquable. Pour le trophée export, et on le sait que l'économie grenobloise est particulièrement présente à l'export, on le verra tout à l'heure avec le leader de l'année, Mastergrid, mais là le trophée export, il est revenu à la société Enlabs. C'est un concepteur de caméras autonomes pour le suivi de projets et la réalisation en time-lapse. C'est une jeune entreprise installée à Montbonneau qui réalise un chiffre d'affaires de près de 6,5 millions d'euros pour plus de 70% à l'export. L'entreprise compte désormais 33 salariés. Alors la solution qu'ils ont mis au point est assez complète. Elle comprend à la fois une caméra baptisée Tiki, c'est une caméra qui est autonome et connectée, et aussi une plateforme qui permet d'accéder à toute une série de données thématiques. Une solution qui est très prisée dans les domaines de la construction, en particulier sur des grands ouvrages. Enlabs a par exemple suivi le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et dès sa création, l'entreprise a choisi de s'orienter vers l'international, ce qui explique une implantation aux États-Unis et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Enlabs envisage encore d'innover en utilisant davantage, notamment l'intelligence artificielle. Bien sûr, on y revient. Et puis enfin, on va terminer avec le trophée croissance, avec Waga Energy. C'est le trophée présence que vous avez décidé de décerner à Waga Energy, le pionnier de la production de biométhane à partir de stockage de déchets. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vraiment une entreprise qui a fait une croissance incroyable de 67% en 2024 et qui avait déjà fait plus 352 entre 21 et 24. Donc c'est vraiment une très belle entreprise qui effectivement dans ce contexte qui était vraiment qu'on voulait vraiment mettre à l'honneur parce que c'était vraiment les 2 dirigeants donc ont fait une croissance incroyable ces dernières années, donc ça méritait d'être mis à l'honneur. 300 collaborateurs, sans conteste le lauréat de l'année en matière de croissance, vous le disiez Pierre, sans doute pour moi l'une des plus belles réussites des 10 dernières années dans notre région, créée en 2015 seulement, moins de 10 ans, enfin à peine 10 ans, Waga Energy produit du biométhane donc à un prix compétitif en valorisant des gaz des sites de stockage des déchets à l'aide d'une technologie de purification qu'ils ont brevetée, qui s'appelle la Waga Box. Ils en vendent dans le monde entier. Le biométhane qui est produit est directement injecté
injecté dans la distribution de gaz. C'est évidemment un substitut au gaz naturel fossile. Et en 10 ans, Waga Energy s'est développée, passant d'une start-up industrielle. Elle est devenue vraiment un groupe international, présent aujourd'hui dans 7 pays, en Europe, en Amérique du Nord. Elle est passée de 3 collaborateurs à 300 collaborateurs, dont 180 ici à Ebin. Elle exploite plus d'une trentaine d'unités de production de biométhane. Elle en construit une vingtaine actuellement. Et le modèle économique est aussi innovant, puisqu'en fait, la société finance les équipements. Et ensuite, elle se rémunère sur la production de biométhane qui est injectée dans les réseaux. Évidemment, c'est une activité qui nécessite de gros capitaux. Waga a procédé d'ailleurs à une levée de fonds en 2024, 223 millions d'euros pour financer son développement. Dernièrement, Waga Energy a vendu son concept aux États-Unis, dans plusieurs endroits des États-Unis, plusieurs États, notamment tout récemment en Floride, pour une capacité de traitement de 4800 mètres cubes de biogaz par heure. Encore une entreprise née sur notre territoire et qui rayonne à l'étranger, comme beaucoup. Une vraie fierté. Tout à fait. Et sur des secteurs d'avenir, parce qu'on parle là d'énergie. Bah oui. D'énergie, bien sûr. Et on va le voir aussi avec Mastergrid, on est là en plein dans les technologies du futur. Bien sûr. Tout à fait. Voilà donc pour ce palmarès des trophées Présence. Il nous reste à découvrir le leader de l'année. Ce sera dans un instant. On poussera les portes de Mastergrid, une entreprise de taille intermédiaire, une société de 500 personnes, leader des infrastructures électriques, qui a plus que triplé son chiffre d'affaires et ses effectifs entre 2021 et 2024. Découverte dans un instant. En attendant, petite pause dans notre palmarès des trophées Présence pour la traditionnelle question que vous pouvez poser à notre expert. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. François, on continue de parler de performance des entreprises avec la question de Laurence qui veut une définition de l'EBITDA. Alors l'EBITDA, c'est un terme anglo-saxon, comme beaucoup de termes de finance. Il faut s'y faire. Donc en anglais, Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oula. En français, c'est les résultats avant les intérêts, les impôts, les provisions et les amortissements. En fait, c'est la valeur ajoutée créée par l'entreprise, pour faire simple. C'est la marge commerciale, si c'est une entreprise commerciale, ou la marge de production, moins les frais de personnel. Donc c'est vraiment un moyen de mesurer la valeur créée par l'entreprise avant qu'elle paye ses amortissements, ses impôts, etc. Donc c'est un ratio, qui est le plus utilisé maintenant pour valoriser les entreprises. Et quand il y a des LBO, quand il y a des achats d'entreprises, souvent ces entreprises sont valorisées en années d'EBITDA. Donc on dit qu'une entreprise, ça vaut 7, 8, 9 ans d'EBITDA. C'est un critère qui est le plus usité possible et qui permet de comparer les entreprises de différents secteurs. Pour moi, cet indicateur-là, il a une limite, notamment sur le monde industriel, parce que dans le monde industriel, les amortissements, c'est significatif, évidemment. Donc, parler d'un résultat avant amortissement dans l'industrie, autant dans les services, les amortissements, c'est assez peu significatif souvent, ou alors c'est de l'immobilier, donc c'est des amortissements plus techniques. Sur l'industrie qui a du matériel à renouveler, traiter avant les amortissements, c'est un petit peu discutable. Mais de toute façon, tous les ratios qui servent à comparer des entreprises de secteurs différents, si on veut un ratio unique, on va toujours trouver des limites. Donc celui-là, c'est le plus utilisé. Il est utilisé pour valoriser les entreprises avec deux grands indicateurs. C'est d'abord la rentabilité de l'entreprise, c'est combien elle génère d'EBITDA, donc de richesse, par rapport aux capitaux propres, c'est-à-dire au capital mis par l'investisseur. Et donc ça, c'est quand l'entreprise existe. Et puis quand on veut l'acheter, souvent les grands fonds de private equity, d'investissement direct dans les entreprises, regardent ce ratio et valorisent les entreprises sur X années d'EBITDA ou X années d'EBITDA futures, quelquefois. Mais c'est ce ratio. En gros, c'est quelle est la valeur créée par l'entreprise avant de payer ses impôts et ses amortissements. Voilà pour cet indicateur financier. Merci François, avec les quelques nuances qu'on a appréciées. Oui, qui ne sont pas tout à fait neutres, notamment sur l'industrie. Merci. Si vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Retour à présent sur les trophées Présence 2025. Le magazine de la CCI de Grenoble a choisi comme leader en 2025 une entreprise
qui, en seulement quelques années, est devenu un opérateur de premier plan en matière de maintenance des équipements basse et haute tension. Digne héritière de la légendaire Merlin-Gerin. Il s'agit de Mastergrid, fondée en décembre 2019. L'entreprise compte plus de 500 collaborateurs répartis sur 13 sites en France, 12 filiales à l'étranger. Elle réalise un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Une véritable success story. On en parle avec Ludovic Vallon. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci, vous êtes le président de Mastergrid. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations d'abord pour ce trophée. Merci beaucoup. Et félicitations pour la belle croissance de l'entreprise en moins de 10 ans, moins de 10 ans d'existence. Atteindre un tel niveau, c'est assez remarquable. Si je fais référence à Merlin-Gerin, et on va faire un petit peu d'histoire, c'est pas par hasard. D'abord, Mastergrid, il y a le MG de Merlin-Gerin, et tout ça n'est pas un hasard. Absolument, je vous félicite d'avoir décodé le logo de Merlin-Gerin dans Mastergrid. Et en fait, c'est vrai que si on refait un petit peu d'histoire, on a fait un clin d'œil à notre passé avec ce M et ce G. Et pour essayer de simplifier les choses, on est un peu les héritiers de la haute tension d'origine Merlin-Gerin, qui est passé dans les mains de Schneider Electric, qui a filialisé ses activités de haute tension à la fin des années 90. Ces activités ont été rachetées par Siemens au début des années 2000. Et avec mes deux associés, on est 3 en tout, on a monté un projet pour racheter ces activités de service aux équipements haute tension d'origine Merlin-Gerin, qui seront en exploitation en France et un petit peu partout dans le monde. Bon, vous allez nous expliquer tout ça et effectivement, vous êtes 3 associés, 3 anciens de Siemens. Nous sommes 3 anciens de Siemens, oui. Donc c'était assez logique. Simplement pour les plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas forcément ce qu'est Merlin-Gerin, on va remonter au début du XXe siècle, 1920. Merlin-Gerin, dans l'agglomération grenobloise, c'est 7000 salariés, 7000 ouvriers. C'est une entreprise qui a inventé un disjoncteur haute tension qui a révolutionné le monde de l'énergie. C'est absolument, et c'est de là qu'est parti, Merlin-Gerin a accompagné le développement de l'hydroélectricité dans les Alpes. Électricité produite grâce à la fonte des neiges et derrière des équipements qu'on appelle de transmission et de distribution d'électricité qui permettent de récupérer cette électricité et de l'injecter sur les réseaux électriques. C'était important de dire tout ça pour bien comprendre l'activité de Mastergrid aujourd'hui, parce que vous le disiez, donc Merlin-Gerin, Schneider, Siemens, avec un parc dans le monde très très important d'outils. Et aujourd'hui, Mastergrid entretient ces outils, pour faire simple. Voilà, en tout cas notre cœur de métier historique, celui qui était le nôtre à la création de Mastergrid fin 2019, c'est vraiment une activité de service à haute valeur ajoutée, on en parlait tout à l'heure, de maintenance, de rénovation, de prolongation de durée de vie de ces installations qui sont sur des infrastructures électriques critiques en sortie de centrales de production d'électricité, qu'elles soient hydrauliques, nucléaires, thermiques, peu importe. Et puis également sur les réseaux de transport et de distribution de cette électricité qui nous permet d'avoir de la lumière ici sur ce plateau. En amont de cette chaîne-là, on a des postes électriques de transformation. Et donc, le métier de Mastergrid, c'est de maintenir les équipements électriques sur ces postes électriques et de prolonger leur durée de vie, de les rénover dans nos ateliers ici à Grenoble. Donc ça, c'est le point de départ de l'activité de Mastergrid. Et puis, depuis quelques années, on en parlera. On a diversifié nos activités, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, c'est important quand même de bien comprendre le secteur d'activité, parce que il est évidemment essentiel sur toute la transition énergétique que l'on vit depuis quelques années. C'est absolument essentiel. En fait, peut-être pour illustrer encore un petit peu, nos clients, ce sont des producteurs d'électricité. Donc en France, par exemple, EDF. Ensuite, on a les gestionnaires de transport et de distribution de cette électricité. Donc dès qu'un électron est produit, il faut le transporter sur les réseaux électriques. Donc en France, RTE. En France, RTE, puis Enedis. Et puis ensuite, nos clients, ce sont les consommateurs de cette électricité. Donc de grandes infrastructures, on va retrouver des ports, des aéroports, des tunnels, tout ce qui est réseau de mobilité, ferrée, urbaine, des métros. Et puis on va retrouver des hôpitaux, des bâtiments administratifs et bien sûr des industriels qui consomment cette électricité pour alimenter leur process industriel. Bon, ça fait beaucoup d'équipements à entretenir, à rénover, et dont il faut assurer la pérennité.
C'est notre cœur de métier. C'est vraiment d'apporter à nos clients de l'expertise technique, une réactivité qui permet d'intervenir évidemment en cas de défaut, mais surtout de créer les conditions d'éviter les défauts pour que chacun de nos clients puisse exploiter en sérénité son outil industriel, que ce soit une usine, une infrastructure ferrée par exemple, ou un bâtiment administratif. Alors on a pris des exemples ici en France, mais la spécificité de Mastergrid, c'est que vous êtes vraiment présent, j'allais dire partout dans le monde, pas complètement encore, mais bientôt. Alors, on peut se réjouir d'être présent sur les 5 continents. Et pourquoi cette internationalisation? C'est que, en fait, la base installée d'équipements Merlin-Gérin, dont on parlait au début, cette base installée, elle est mondiale. Il y a 85% de cette base installée qui est en dehors de France. Beaucoup au Moyen-Orient, beaucoup en Afrique du Nord, beaucoup dans les pays d'Asie du Sud-Est, en Inde. Et donc, nous sommes allés au plus près de nos clients parce que le métier du service, c'est un métier de proximité, un métier de réactivité. Donc, on est allé s'installer au cœur de notre réseau pour pouvoir servir nos clients au plus juste. Et donc, ouvrir des filiales au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Inde, au Mexique, à chaque fois que la base installée Merlin-Gérin justifiait une présence locale. Au Maroc, en Chine, enfin vraiment, la présence internationale est exceptionnelle. D'ailleurs, une bonne partie du chiffre d'affaires se fait à l'export, 30% du chiffre d'affaires, c'est 30% du chiffre d'affaires en stabilité depuis notre création. Et en stabilité parce que l'activité en France est également beaucoup développée. Mais si on parle du business export, il a quand même triplé entre notre création et la fin de l'année 2025. Et vous nous le disiez, Mastergrid, très rapidement, a choisi d'élargir son champ de compétences, et notamment grâce à la croissance externe. Vous avez très vite racheté pas mal d'entreprises pour précisément mettre en place des complémentarités d'activités. Oui, en fait, dans notre projet de départ, on avait dès le début l'intention de diversifier nos activités. Aujourd'hui, notre cœur de métier historique est sur une base installée d'équipements qui est finie. Et donc, on avait un enjeu de diversification de nos activités pour compléter l'offre que l'on amène à nos clients. Et puis également, aller chercher des parts de marché dans notre cœur de métier historique qui est le service, la maintenance, la prolongation de durée de vie d'équipement. Et donc, on a fait un certain nombre d'opérations de croissance externe ces dernières années. Dans un premier temps, pour faire de l'acquisition de compétences techniques. Vous le disiez tout à l'heure, notre cœur de métier est plutôt dans la haute tension au démarrage et on s'est diversifié dans la moyenne tension, dans la basse tension, dans les transformateurs. Et à chaque fois, ça s'est fait par croissance organique d'une part, mais également par croissance externe, où on allait chercher des compétences dans le domaine du transformateur, dans le domaine de la moyenne tension, dans le domaine de la basse tension. À chaque fois, en cherchant également à élargir notre couverture géographique pour être, comme on le disait il y a quelques minutes, présent au plus près de nos clients pour leur apporter le service. Alors, une des plus récentes acquisitions, c'était en 2024, SDCEM, dans le bassin grenoblois. Oui, alors là, c'est une acquisition un petit peu différente des précédentes. SDCEM, c'est un fabricant de matériel électrique, un fabricant de sectionneurs. Et là, on est allé chercher à compléter notre portefeuille produit. Le Mastergrid était très présent dans le domaine du disjoncteur qui met une installation électrique en sécurité, du transformateur, et on est allé chercher le produit sectionneur qui permet d'aiguiller l'électricité sur les réseaux électriques. Et donc SDCEM, qui est dans le bassin grenoblois, qui est une entreprise historique du bassin grenoblois, est venu compléter notre outil industriel. Et aujourd'hui, sur Grenoble, nous avons 2 sites industriels, celui historique de Mastergrid, celui de SDCEM à Champagné. Ça représente à peu près 200 collaborateurs sur Mastergrid, une centaine sur Champagné. Et puis, on a un 3e site industriel qui est arrivé avec l'acquisition de SDCEM, qui se trouve dans le nord-est de la France et qui, lui, fabrique des équipements basse tension, des sectionneurs et également des produits qu'on appelle des contacteurs.
Bon, et puis il y a une dernière acquisition, même si tout ça est un peu technique, mais on comprend bien effectivement l'étendue des savoir-faire que vous souhaitez organiser. Dernière acquisition en date, la société Simelectro. Ça, c'est une entreprise que vous êtes allé chercher en Côte d'Or. Absolument. Simelectro, c'est pareil, c'est un constructeur historique français qui fabrique des équipements qui permettent de relier le générateur qui produit l'électricité au transformateur. Donc il y a une barre en fait entre ces deux équipements, et Simelectro est le fabricant historique de ces barres qui a équipé la plupart des centrales de production d'électricité en France, également à l'international. Et donc grâce à Simelectro, on fait l'acquisition d'une nouvelle base installée d'équipements sur laquelle on va pouvoir développer des services en mutualisant nos moyens avec ceux de Masterid. Simelectro qui est aussi très présente dans le monde, qui gère près de 3000 équipements dans le monde. Donc grosse activité là aussi à l'international. Voilà, et donc à chaque fois dans nos acquisitions, on cherche à compléter notre portefeuille produit ou de services, à élargir notre couverture géographique et à marcher sur les deux jambes de la France et de l'international qui permettent évidemment d'accélérer notre développement. Développement exceptionnel, croissance exceptionnelle. Bon, du coup, vous recrutez aussi pas mal, vous formez vos collaborateurs. Alors, c'est un vrai défi, ça. Beaucoup de chefs d'entreprise nous le disent ici. En fait, c'est quand Masterid, on a démarré, on était 120 personnes fin 2019. Aujourd'hui, on est plus de 500. Certains de nos collaborateurs sont arrivés à travers les opérations de croissance externe, mais on a créé plus de 200 postes en 5 ans. Et donc là, il faut des moyens de recrutement et d'attirer de jeunes talents. Et puis une fois que ces nouveaux collaborateurs sont arrivés dans l'entreprise, on a un enjeu de formation pour diversifier leurs compétences, amener de la polyvalence, garantir un niveau d'expertise technique qui est ce qu'on vend à nos clients. Et donc on a un outil de formation à Grenoble que l'on utilise pour former nos collaborateurs, développer leurs compétences. En alternance essentiellement. Et alors, on forme nos propres collaborateurs, employés, et puis on a effectivement un volant de 20 à 25 alternants tous les ans que l'on recrute pour les former à nos métiers, pour contribuer à l'attraction de nos métiers de la transition énergétique qui sont essentiels. Essentiel à la résilience des réseaux électriques, essentiel à la souveraineté aussi de la capacité à produire des équipements électriques en France et avoir les capacités de maintenir ces équipements dans la durée sur 15, 20 ou 30 ans. Et donc l'enjeu ressources, c'est un enjeu qui est essentiel pour nous. On est une entreprise où le capital humain est quelque chose d'extrêmement important. Et donc la formation, l'alternance, le développement des compétences de nos collaborateurs est essentiel pour le développement futur de Masterid. Exceptionnel, cette croissance en 10 ans à peine. Et puis belle histoire de rebondir sur des racines grenobloises de Merlin Gérin et puis d'en faire une entreprise de demain, quoi. Je trouve que c'est une belle histoire. Bravo. Une activité qui est vraiment dans l'actualité, une activité qui est vraiment là, qui tombe à point nommé, à l'époque où on parle à la fois de souveraineté, à la fois de défis énergétiques. Ouais, je pense que c'est important de vraiment insister sur ces deux notions. On est au cœur des enjeux de transition énergétique. On accompagne nos clients dans leurs problématiques de décarbonation de leur processus de production d'électricité ou leur processus industriel. Et on ajoute avec les sujets géopolitiques dont on parlait tout à l'heure, un enjeu de souveraineté, de production industrielle en France, avec un réseau de fournisseurs qui est à 90% en France. Et puis évidemment ces équipes de services capables d'assurer la fiabilité et la disponibilité des réseaux électriques. On a de beaux enjeux pour continuer à accompagner nos clients dans les années qui viennent. De beaux jours devant vous. En tout cas, on vous souhaite bien sûr beaucoup de prospérité. Pierre, une entreprise remarquable. Oui, tout à fait. Nous sommes très fiers à la Chambre de commerce d'avoir décerné ce trophée de leader de l'année. Et on entendra dans le futur beaucoup parler de Mastergrid et on est fiers d'avoir été pas à l'origine parce que ça fait maintenant quelques années que ça existe, mais je pense que vous avez de belles années encore devant vous
avec beaucoup de croissance. Bravo. On les suit de près. Ludovic Vallon, merci beaucoup d'être venu nous présenter Mastergrid. François Caudet, Pierre Streff, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir cette émission sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.